On enchaîne alors sur cette première table ronde, durant laquelle on a la chance d'accueillir Monsieur Laurent Mauduit, qui est journaliste d'investigation et cofondateur de Mediapart, et Ari Halimi, qui est avocat et membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme. On va parler liberté d'information ce matin. Pourquoi la liberté d'information? La liberté d'information à l'échelle européenne, parce que les infractions à la probité, je vous ai un petit peu décrites ce matin, elles sont très souvent révélées par la presse. Et cette révélation, c'est la première étape pour que les dirigeants aient à répondre publiquement des infractions commises. Et c'est pour ça que, en fait, nous, à Anticor, on n'a pas de groupe d'investigation. On n'est pas un service d'enquête. On est un service, on analyse juridiquement des alertes. Et pour ça, en fait, on a besoin souvent, pour la révélation de ces faits, de médias libres et indépendants. On considère que sans presse indépendante, la formation, elle est étouffée et sa révélation est entravée. Et le travail d'associations telles que la nôtre, en fait, devient impossible. Mais voilà, on a constaté un certain nombre de problèmes. Peut-être on reviendra durant cette table ronde. Avant ça, en novembre 2022, la Commission européenne a proposé des règles pour plus de pluralisme et d'indépendance des médias dans l'UE. C'est une proposition de règlement qui vise à poser un socle minimal de principes communs et qui rappelle que la liberté de la presse est une liberté publique fondamentale et fondatrice de l'espace public européen. On va en parler ce matin avec nos invités. Je ne sais pas si vous voulez d'abord vous présenter avant qu'on enchaîne avec les questions. Comme vous voulez. Sinon, je commence. Je veux bien, je souscris totalement à ce que vous dites. Si je parle honnêtement, il y a entre Mediapart et Anticor, nous formons une sorte, pas de GIE, mais de groupe d'intérêt démocratique. Voilà. Il nous arrive sans cesse de travailler sur des sujets communs. Vous avez cité tout à l'heure l'affaire Kohler, par exemple. L'affaire Kohler qui a été révélée par Mediapart, par ma consoeur Martine Orange et par moi-même. Donc c'est vrai que cette forme d'association est assez chaleureuse pour nous parce que ensuite les affaires nous échappent, mais c'est vrai qu'il y a un aspect tout à fait déprimant quand nous avons le sentiment de révéler des affaires d'intérêt public majeures comme l'affaire Kohler, prise illégale d'intérêt, et que ensuite, dans une situation d'une presse en France qui est très nécrosée, nous allons y venir, les affaires s'enlisent. Regardez juste une chose, regardez ce que Mediapart a révélé il y a quelques jours, avant-hier, Predator Files, qui est une affaire considérablement grave, qui met en cause Macron et à nouveau Benalla. La presse, parfois, le reste de la presse, ou la presse mainstream, ne démarre pas. L'affaire Cahuzac aussi, la presse nous a accablés pendant des mois et des mois. L'affaire libyenne, par exemple. Pendant 6 mois, Mediapart a été la cible d'attaque de la presse mainstream en disant c'est un faux. Bon, voilà, donc c'est vrai que cette forme de groupe d'intérêt démocratique, ça constitue aussi pour la presse une protection. D'où le plaisir que j'ai d'être devant vous. Bonjour à tous, merci beaucoup de votre invitation. Donc je m'appelle Ari Halimi, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis également membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme, qui est souvent partenaire d'Anticor et qui évidemment partage pleinement son combat et ses luttes, puisque nous concourons au même objectif, qui est celui du respect de l'état de droit, du respect par les dirigeants des institutions et du mandat qui est conféré à chaque représentant politique, bien évidemment. Et puis, j'ai également, et c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles Anticor a souhaité ma présence, participer
avec beaucoup de journalistes, de syndicats de journalistes, à un collectif qui s'appelle Stop Bolloré, qui est né d'une inquiétude certaine avant les précédentes élections présidentielles. Et cette inquiétude, elle est née de l'apparition de médias très particuliers. Alors évidemment, il y avait des médias, il y a énormément de médias, et on le voit encore aujourd'hui dans l'apparition d'un nouveau média du dimanche face au JDD, et après l'acquisition par le groupe Bolloré du JDD, on voit que les médias sont détenus par des groupes industriels, des groupes financiers, qui ont un intérêt, évidemment, à détenir ces médias pour diffuser soit des contenus, soit diffuser une information qui peut être biaisée et qui peut avoir pour objectif de favoriser un clientélisme politique, de favoriser des candidats. Hein. Et donc, c'était cette inquiétude que l'on avait. Et puis, avec le groupe Bolloré, on avait une inquiétude encore plus importante. C'était que, en plus d'acquérir un certain nombre de médias, comme évidemment CNews, C8, des maisons d'édition, avec Hachette récemment, eh bien, il y avait une volonté idéologique réactionnaire. Hein. C'est pas une volonté idéologique traditionnelle, comme on peut le voir avec une concentration des médias qui doit être également combattue aussi, mais on avait une volonté supplémentaire qui était d'instaurer la réaction, d'instaurer l'extrême droite, d'instaurer des idées racistes, d'instaurer des idées sexistes, homophobes, enfin, toutes les haines et les peurs qui existent dans la société, mais de les développer, de les amplifier à travers des médias d'opinion et non plus d'information. Et c'est évidemment ce à quoi on a assisté avec CNews et C8. Et donc il y a eu un travail qui a été fait par Stop Bolloré, travail judiciaire, travail d'information, travail médiatique, saisine de l'Arcom, qui est le gendarme des médias. Et bon an mal an, eh bien, on commence à arriver à des résultats avec l'annonce. Alors, c'est pas bien évidemment Stop Bolloré qui l'a fait, mais peut-être y a contribué pour créer un débat public, à l'annonce de l'Arcom de la remise sur le marché des licences de CNews et C8 en 2025, et donc peut-être l'apparition de médias plus indépendants, de médias qui permettront eh bien finalement de concourir à une information libre et éclairée. Et je pense que, pour finir cette présentation, c'est vraiment ce qui rapproche le combat contre la corruption et le combat pour la liberté de l'information et pour l'indépendance des médias. C'est que ces deux combats permettent de finalement concourir, ont le même objectif, qui est celui d'avoir une information libre et éclairée, d'avoir une formation de l'opinion libre et éclairée, de ne pas avoir des choses biaisées, de ne pas avoir de triche dans le fonctionnement des institutions et dans la formation de l'opinion. Et c'est ce qui fait que, en fait, ces deux combats mènent à la possibilité d'avoir ce que l'on appelle la politique, c'est-à-dire à partir du moment où on est deux, à partir du moment où il y a un consensus qui conduit à instaurer une organisation sociale, eh bien, d'avoir une politique noble, une politique qui nous ressemble, une politique d'adhésion et de liberté, et non pas une politique qui consisterait à avoir un fonctionnement biaisé dans la formation de l'opinion. Voilà, je pense, pourquoi ces deux combats sont aussi importants et similaires en termes d'objectifs. Ouais, merci à tous les deux. Oui, en tout cas, on partage à peu près de point de vue. Puis, en fait, ce que vous dites, Arialini, ça du coup me fait penser à ma première question. La première question que j'aimerais vous poser sur la concentration des médias. Je vous rappelle ce que c'est la concentration des médias, c'est le fait que la majorité de l'information soit détenue par des organes de presse qui appartiennent à des grands groupes industriels qui ont en fait des intérêts similaires. Le cas d'école, c'est un peu Vincent Bolloré. Justement, en ce qui concerne la proposition de législation, est-ce que pour vous, elle serait en mesure d'endiguer
le système un peu en quelque sorte de la presse des milliardaires. On a un article 6 qui préconisait que la transparence totale de l'identité des actionnaires directs et indirects des médias. Nous, c'est une proposition qu'on partage assez à Anticor, qui est dans notre plaidoyer, et le même article 6 qui propose aussi de garantir que les dirigeants de rédaction soient libres de prendre des décisions éditoriales individuelles dans l'exercice de leur activité professionnelle. C'est aussi un élément qui est dans notre plaidoyer à Anticor, mais nous on proposait même quelque chose qui était encore plus fort. C'était par exemple que les directions les directions éditoriales des médias soient validées par au moins 60% des journalistes des médias. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas dans la proposition de directive. Et pourtant, dès la publication de cette directive, cet article 6, il a été extrêmement critiqué par des groupes d'éditeurs, notamment. Pour autant, est-ce que vous pensez que cet article, il est suffisamment ambitieux ? Ce qui a été fait par Thierry Breton à l'échelle européenne est tout à fait sympathique et chaleureux, mais c'est totalement vide. C'est inconsistant. Et je pense qu'il faut avoir une vision large des choses, une vision historique. Si je dis ça, c'est qu'il y a eu des époques dans l'histoire française, aussi dans l'histoire européenne, aussi dans l'histoire américaine, des volontés de fonder une presse libre et indépendante. Donc il ne s'agit pas seulement de réguler une industrie de la presse totalement encadrée par des milliardaires. Il y a eu des époques d'une presse totalement libre. Souvenons-nous, le Conseil national de la résistance, dans son programme, Les Jours heureux, fixe une règle, rétablir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance vis-à-vis des puissances financières, dit le programme du CNR. Pourquoi le CNR dit ça ? C'est certes pour tourner la page honteuse de la presse collabo, mais c'est surtout pour tourner la page honteuse de la presse affairiste de l'entre-deux-guerres, la presse totalement corrompue. Et à l'époque, pourquoi est-ce que je dis ça, vous allez comprendre, dans les premiers mois après la libération, toute la presse se refonde pour établir une muraille de Chine entre les puissances d'argent et les rédactions. Et sous une forme juridique assez simple, qui est celle de la coopérative ouvrière. Même les journaux de droite, Le Parisien, par exemple, se fondent sous la forme d'une coopérative ouvrière. Le Monde, ce sera un système un peu voisin, par tâtonnements successifs. 1952 fera un journal propriété de ses journalistes. Ce que l'on vit aujourd'hui, Arié l'a rappelé, pour moi, c'est une régression démocratique historique. Non seulement on a balayé les acquis de la libération, toute la presse a été rachetée, non pas par des groupes industriels, non pas dans une logique de concentration industrielle, par des milliardaires dont le métier n'est pas la presse. Donc ça, c'est ce qu'on a vécu les 20 dernières années. Je ne vous fais pas le tableau. Et là-dessus se surajoute, c'est pour ça que je parle de tournant historique, ce que Arié dit, c'est que maintenant, c'est pas seulement des hommes d'affaires dans les logiques d'influence, il y a l'émergence d'une presse néo-fasciste. Disons les mots tels qu'ils sont. Ce qu'on a vécu d'abord avec iTélé transformé en CNews, avec comme nomination un jeune Guillaume Zeller, petit-fils d'Adrien Zeller, le général putschiste de la guerre d'Algérie. Nul n'est responsable de ses ancêtres, sauf que lui, ce Guillaume Zeller, écrit à l'époque des blogs sur des billets de blog sur le blog de Robert Ménard, notamment l'un pour la réhabilitation de Paulo Sarès, le général qui a promu la torture en Algérie. Donc disons les choses, il y a la première étape iTélé, et ensuite il y a le JDD avec Geoffroy Lejeune, militant d'extrême droite, voilà. Régression démocratique historique. C'est le droit de savoir des citoyens garanti d'une démocratie qui est mise en cause. Donc la question, si on se pose seulement la question des critères anti-concentration, c'est certes utile, c'est certes précieux, et il faut le voir de manière large, pas seulement la concentration horizontale telle qu'on concevait aujourd'hui, mais autrefois mettre une limite aux achats boulimiques, mais aussi
ces espèces de gigantesques conglomérats qui sont formés. Genre, regardez Bolloré, c'est pas seulement l'agrégation de médias écrits et télé, c'est aussi un mastodonte dans lequel il y a Havas, dans lequel il y a Vivendi, dans lequel il y a des instituts de sondage. Donc, les règles anti-concentration, il faudrait les faire beaucoup plus dures, beaucoup plus ambitieuses. Mais on pourrait aller encore au-delà. Est-ce que c'est pas un conflit d'intérêts, le fait que un groupe industriel détienne les tuyaux et les contenus? Un opérateur téléphonique a-t-il le droit de tenir des médias démocratiques? Moi, je trouve une bonne question. Et donc, il y a tellement de choses à mettre sur la table. Donc, il y a la question des critères anti-concentration, mais moi, je trouve qu'il y a d'abord la question de la détention des médias. Est-ce qu'il ne faut pas imaginer des médias libres? Je le dis, excusez-moi de plaider, je vais finir là-dessus, pour ma paroisse, ça a été l'invention juridique que Mediapart a essayé de faire. Un journal sans actionnaire. Dire la presse, ça devrait être un bien commun. Donc nous, on l'a fait à notre façon, à nous, en créant un fonds de dotation. Donc il n'y a plus aucun actionnaire de Mediapart. C'est une entité d'intérêt public, puisque par ailleurs on a créé donc le fonds pour une presse libre, dans lequel est sanctuarisé le capital de Mediapart. Et ce fonds collecte de l'argent de citoyens avec des réductions d'impôts comme c'est possible pour les associations d'intérêt public, pour aider une presse jeune et indépendante à émerger. Pour moi, c'est ça l'enjeu majeur maintenant. Créer une presse libre et indépendante, réguler les grands groupes propriétés des milliardaires, les réguler très violemment, de manière très énergique, mais aussi aider à l'émergence d'une presse jeune. Et évidemment, ceci n'est pas dans le programme européen, même si il y a une esquisse. Bon. Je vais d'abord rebondir et peut-être donner un exemple pratique de mesure, parce que oui, nous partageons avec Laurent et avec beaucoup l'idée que il peut y avoir énormément de mesures qui peuvent être prises pour favoriser la liberté et l'indépendance, le mot indépendance est primordial là-dedans, des médias, des organes de presse. Il peut y avoir, par exemple, une réforme des aides publiques à la presse, évidemment, parce que quand on voit les subventions publiques, on se rend compte que ce sont plutôt ces gros conglomérats qui en profitent et pas forcément les petits médias qui devraient être beaucoup plus aidés parce que plus précaires. On peut envisager de modifier les seuils et les quotas, les seuils de non-concentration qui sont prévus par la loi de 86 et qui est déjà une régression par rapport au texte du CNR et aux ordonnances après-guerre. Il y a énormément de choses, mais quand on y réfléchit, est-ce qu'on peut empêcher un patron de presse de vendre son journal parce qu'il souhaite le vendre, soit pour partir à la retraite, soit pour gagner de l'argent, et donc de le revendre à un gros groupe qui va à nouveau faire une concentration et éventuellement avoir un objectif d'influence politique. Et évidemment, c'est de ça dont on parle. C'est quel est le lien entre la presse et le personnel politique et le pouvoir. Et est-ce que la presse n'a pas pour vocation, à certains moments, quand elle est rachetée, à finalement assurer la conservation du pouvoir, mais d'une mauvaise manière, voire à acquérir le pouvoir, mais là aussi d'une mauvaise manière, en trompant les esprits, en orientant, en favorisant certains faits et pas d'autres. C'est vraiment ça dont il est question. Hein. C'est ce lien entre le pouvoir et la presse pour permettre au fonctionnement démocratique d'être le plus naturel et pur possible. Alors, moi, je pense qu'il y a un moyen qui permettrait peut-être, qui pourrait permettre éventuellement de ne pas en passer forcément par le législateur. Parce que, évidemment, aujourd'hui, le législateur, eh bien, il appartient à la majorité présidentielle. Alors, pas complètement, hein, mais bon an, mal an, il est difficile aujourd'hui de demander à ce qu'il y ait une réforme structurelle de la liberté de l'information et de l'indépendance des médias, et donc de la loi de 86 en elle-même. Il y a ce qu'on appelle la charte déontologique. C'est un petit outil
qui a été créé, mais qui est important par le législateur il y a quelques années, et qui impose d'avoir une charte déontologique entre les journalistes et la structure capitalistique de la presse, d'ailleurs l'entreprise de presse. Et cette charte déontologique, qui rappelle la plupart des valeurs de la charte de Munich, et donc des valeurs de déontologie des journalistes, on peut se dire au premier abord que c'est un outil qui permet juste de rappeler ce que les journalistes doivent faire et ce que le journal doit respecter, et qui n'a pas de valeur juridique plus que ça. Sauf que il y a eu une première valeur juridique, force juridique qui a été donnée à la charte déontologique, c'est de dire si vous n'avez pas de charte déontologique, si vous ne l'adoptez pas entre la SDJ, la Société des journalistes, et l'entreprise de presse peut perdre ses aides publiques à la presse. Et évidemment, c'est beaucoup d'argent, et évidemment, beaucoup de médias ne pourraient ne pas fonctionner sans cette aide publique à la presse. Et puis, il y a peut-être une deuxième étape à franchir. Qu'est-ce qui se passerait si la charte déontologique était prise comme un véritable contrat entre la SDJ, c'est-à-dire les journalistes, et l'entreprise de presse? Qu'est-ce qui se passerait si, finalement, ce contrat pouvait être sanctionné par un juge? Et moi, je pense que c'est déjà le cas. Et je vous en parle parce que on a participé à la réflexion de ce qui s'est passé au moment de l'acquisition du JDD par le groupe Bolloré, et on a essayé de trouver un moyen pour essayer de protéger les journalistes qui ne voulaient évidemment pas travailler avec Geoffroy Lejeune. Et la chose qui a été proposée et qui est en débat, hein, qui commence même déjà à faire l'objet de propositions de loi au Parlement, c'est de dire, à partir du moment où cette charte déontologique est un contrat, on peut aller devant le juge, et si elle n'est pas respectée, notamment en termes de respect de la probité de l'entreprise de presse, on peut demander à ce que le directeur choisi par l'entreprise de presse ne soit pas choisi parce que le juge considère qu'il ne respecte pas la charte déontologique. Comme par exemple Geoffroy Lejeune avec le JDD, avec les antécédents du JDD. Ce que je vous dis pour finir, c'est qu'en fait, cette charte déontologique qui n'est a priori qu'un outil éthique et moral peut devenir un outil juridique qui permet aux journalistes d'avoir un droit de veto au sein de l'entreprise de presse. Et donc, finalement, d'acquérir un véritable pouvoir sur ce commun que devrait être l'information, c'est-à-dire l'outil de production de l'information. C'est une voie en soi qui peut être travaillée et qui est proposée aujourd'hui. Je peux réagir. Moi, c'est assez chaleureux d'avoir ce débat-là parce que c'est work in progress. Parce que les politiques ne se saisissent pas de ce débat. Moi, je suis favorable à des chartes déontologiques, mais à une nuance près. Parce qu'il y a une loi faite sous le quinquennat de Hollande qui a instauré l'obligation de charte déontologique dans les médias. Sauf que si c'est seulement cela, que chaque média fasse sa charte déontologique, ben vous imaginez ce qu'a été la charte déontologique de Bolloré, parce qu'il y a eu une charte déontologique à Canal, il y a eu une charte déontologique à CNews, qui a permis à Bolloré de faire strictement ce qu'il voulait. Et donc la loi Bloch, la loi d'un socialiste sous le quinquennat Hollande, a été une plaisanterie contre laquelle se sont dressés tous les syndicats de journalistes, parce qu'il n'y avait pas de tronc commun obligatoire. Et les syndicats de journalistes demandaient, le SNJ, CGT et d'autres syndicats, à ce qu'il y ait un tronc commun qui soit les grandes chartes déontologiques mondialement reconnues par les journalistes, notamment, ce que Harry a rappelé, et ceux qui ne la connaissent pas, vous allez sur Google, vous le trouverez, la charte de Munich, qui définit les droits et les obligations d'un journalisme honnête. Hein. Et le fait qu'il n'y ait pas eu ce tronc commun a laissé faire à chacun, chaque patron de presse, ce qu'il voulait. Donc, il faut bien qu'il y ait cette précision-là. Il faut qu'il y ait des contraintes déontologiques communes à toute la presse. Je voulais ajouter quelque chose d'autre, mais ça... oui. Mais j'hésite à abonder dans ton sens sur... il faudrait qu'il y ait une sanction judiciaire éventuelle en cas de non-respect. Je trouve que le vieux système de la presse, qui était celui du Monde, le Monde, à l'époque où il était indépendant, le Monde de Beuve-Méry, de son fondateur,
un journal contrôlé par ces journalistes avec le droit. À mon avis, ce qui est le plus fort, ce serait que les rédactions aient un statut juridique leur conférant des droits moraux. Dans le droit moral, le droit d'approbation du directeur et le droit de révocation. Sur quel critère? Un seul critère, l'honnêteté de l'information servie au lecteur. S'il y avait eu ces droits moraux conférés, et il y a eu le débat au moment de la loi Bloch sous Hollande, et la proposition a été rejetée par les socialistes à l'époque, il n'y aurait pas eu l'affaire iTélé, la rédaction aurait bloqué la nomination de ce Zeller dont je parlais tout à l'heure, et s'il y avait eu un statut juridique de la rédaction du JDD, il y aurait eu un vote majoritaire écrasant, rejetant l'animation de Lejeune. Et à mon avis, même pas besoin qu'il y ait recours à la justice. Il faudrait que la loi le garantisse. C'est la tradition du monde. Mediapart, il y a ce mode de fonctionnement-là. La rédaction vote pour approuver le choix fait par la direction d'un directeur éditorial, et il y a le droit de révocation. Et ce sont des mesures, s'il y avait un gouvernement progressiste, ce sont des mesures assez faciles à prendre, donner un statut juridique tout de suite, et pas seulement pour la presse privée. On voit bien, compte tenu du caractère un peu bonapartiste de fonctionnement de nos institutions, que la menace d'une information biaisée pèse aussi sur le service public. Quand vous voyez ce qui se passe parfois à France Télévisions, vous avez envie de casser votre poste. Quand vous voyez que l'éditorial économique de France Inter est fait par un petit journaliste aux ordres du MEDEF, vous rêvez que alors qu'il y a des journalistes économiques de talentueux à France Inter. Pourquoi est-ce que... Bon, si les rédactions de France Télé, de Radio France avaient ce droit d'approbation ou de révocation, l'information et les pressions venant du haut, venant de l'Élysée, pourraient être bloquées. Donc, à mon avis, il y a des réformes faciles à prendre très vite. Mais justement, quand vous parlez de charte déontologique commune, vous pouvez l'imaginer à l'échelle européenne, cette charte, ou pas du tout? Oui, c'est exactement l'allusion que nous faisions tous les deux, la charte de Munich, prise en 1971, qui était à l'époque une charte européenne auquel ont adhéré la plupart des syndicats de journalistes ensuite dans le monde entier. La charte de Munich est défendue par la Fédération internationale des journalistes, et donc c'est pas seulement d'ailleurs à l'échelon européen, c'est les valeurs d'une presse progressiste sont aussi les valeurs des journalistes américains pour beaucoup. La logique du premier amendement aux États-Unis rejoint l'article de la Déclaration des droits de l'homme qui défend la liberté de la presse, la liberté d'opinion. Évidemment, au niveau européen et au niveau mondial, effectivement, les journalistes dans le monde entier qui luttent notamment contre la corruption ou contre les dysfonctionnements du pouvoir, ou voire contre l'autoritarisme ou autre dans certains pays, partagent cette volonté d'avoir une indépendance pleine et entière. Et je suis d'accord avec Laurent sur le fait qu'il faudrait plus. Il faudrait effectivement que les SDJ ou les journalistes de manière générale aient un régime et un pouvoir qui leur donne un véritable droit sur l'outil de production journalistique. Et notamment sur lorsqu'ils voient qu'il y a un abus, un arbitraire, un dépassement dans les règles qu'ils ont eux-mêmes acceptées en devenant journalistes, d'honnêteté de l'information, de pouvoir le sanctionner. Mais justement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un pouvoir qui ne le veut pas et qui le refuse parce que ça ne l'arrange pas et parce qu'effectivement, on connaît cette guerre politique de pouvoir et d'information où tout est lié et ça va être difficile. Et la proposition que je faisais, c'était de dire aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une loi. Aujourd'hui, on a déjà cette charte déontologique. Aujourd'hui, on peut demander à un juge de la qualifier comme un contrat parce que c'est un contrat. Et on peut d'ores et déjà
reprendre le pouvoir quand on est journaliste, quand on est une SDJ, par rapport à l'entreprise capitalistique. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qu'on peut déjà utiliser avant même qu'on ait un jour un pouvoir progressiste qui accepte d'évoluer vers quelque chose de mieux. D'accord, moi je voudrais enchaîner un petit peu sur la question du secret des sources. Arya Halimi, vous avez signé récemment, je crois, une tribune demandant au gouvernement de protéger pour tous les médias le libre exercice de leur mission d'information. Je voulais savoir ce que vous pensiez du projet de règlement au regard du secret des sources. Je sais que c'est l'article 4 en fait, qui s'intéresse à cette question, mais la France a déjà été un petit peu à la manœuvre pour faire évoluer le texte initial et le vider un petit peu de sa substance. Est-ce que ça vous préoccupe ou est-ce que vous pensez que le projet de règlement peut être une solution sur la question du secret des sources? Il est en discussion et on voit que la France est plutôt à la manœuvre pour restreindre la protection des médias et des sources, puisque ça va de pair, des journalistes et des sources. Et on voit même, indépendamment du règlement, que l'actualité rappelle amèrement à tous les journalistes et à tout le monde, finalement, que le pouvoir... d'abord que les journalistes n'ont pas du tout de protection aujourd'hui. C'est-à-dire que il n'y a pas de sanction à la violation de l'indépendance d'un journaliste et au respect de ses sources. Il y a toujours des journalistes qui sont convoqués par des policiers, par la DGSI, pour essayer d'intimider leurs sources, sous un régime juridique contraignant, qui est celui de l'audition libre, quelquefois. Il n'y a pas très longtemps, 3 journalistes de Libération convoqués à Lille parce qu'ils ont révélé des éléments dans une affaire de violence policière, à un moment où on sait qu'il y a là aussi une imbrication des liens entre la justice et les services de police et enquêteurs lorsqu'il y a des violences policières. Donc vous voyez que l'attaque, pas inédite, mais une attaque terrible contre des journalistes parce qu'ils essayent finalement d'informer sur le dysfonctionnement judiciaire lui-même. Ça arrive. On a Avril Lavrieux, Ariane Lavrieux, qui récemment a été placée en garde à vue pendant près de 48 heures à la DGSI pour avoir justement révélé des informations sur le dysfonctionnement des autorités françaises et l'éventuelle livraison d'informations ou d'armes à des régimes autoritaires. Vous imaginez que c'est l'État français, l'autorité judiciaire et le service policier qui va intimider les journalistes parce qu'ils informent sur les dysfonctionnements de l'État. C'est de ça dont on parle. On parle d'un pouvoir qui se protège et qui utilise des moyens juridiques légaux contre des journalistes qui essayent simplement d'informer, de révéler les dysfonctionnements de ce pouvoir. Et ça n'éveille pas l'opinion véritablement. Évidemment que les journalistes s'en offusquent. Quelques organisations de droits humains, ça fait quelques pages, on en parle un petit peu, mais ça devrait être finalement le souci du plus grand nombre que de savoir que l'État est ce que l'on a mandaté pour exercer l'intérêt général, intimide les journalistes, pour intimider ceux qui informent les lanceurs d'alerte au sein de l'appareil d'État parce qu'ils sont indignés du dysfonctionnement de l'État. Et effectivement, c'est au niveau européen que ça peut se régler. Encore faut-il que la France ne soit pas en demande de restrictions encore plus importantes du secret des sources, comme c'est le cas pour l'instant. Donc voilà pour l'évolution législative au niveau européen. On espère que ça va donner quelque chose de concret et d'encore plus protecteur. Après, il y a la politique qui se forge au niveau du Parlement européen et on est dans cette attente et il faudra évidemment informer sur ce processus décisionnel au niveau européen pour qu'on aboutisse à quelque chose de beaucoup plus protecteur. Je veux bien dire un tout petit mot. Là, je suis en accord total avec Arié et je pense que l'Europe est vraiment le bon moyen
de tordre le bras aux autorités françaises. Je veux dire, la France a toujours été le pays, parmi les pays européens, qui a eu cette tradition d'opacité la plus forte. C'est le pays qui a eu la conception la plus extensive du secret défense, hein, jusqu'en il y a 7-8 ans, jusqu'à une directive de l'OCDE contre la corruption, j'ai plus la date en tête exacte, même des contrats civils étaient frappés du secret défense, même des contrats de corruption. Je veux dire, pendant tout le début de la Ve République, quand une entreprise française voulait corrompre des fonctionnaires à l'étranger pour obtenir des contrats, il suffisait de le déclarer à la direction des douanes pour que ça vienne en minoration de l'impôt sur les sociétés. Et ceci était frappé du secret défense, même si c'était LVMH qui allait conclure un contrat au Japon. Donc voilà, il y a une tradition d'opacité très forte en France. Et donc je pense que vraiment l'Europe est le bon cadre pour y arriver. Et il faut faire œuvre pédagogique. C'est que beaucoup de citoyens se disent, mais après tout, il y a une légitimité au secret défense. Sauf que ce dont on parle, ce que Harry a évoqué, n'a rien à voir avec la réalité que pourrait contenir cette notion de secret défense. Harry l'a bien dit, le plus souvent, dans les affaires révélées par la presse, ce qui est en cause, ce sont des barbouzeries. Ce pourquoi la DGSI convoque Ariane Havrieux, c'est pour des ventes d'armes françaises à l'Égypte, armes qui servent ensuite à tuer des civils, notamment au Yémen. Ce sont de ces contrats dont on parle. Et donc, si Ariane Havrieux est convoquée devant la DGSI, c'est pour l'empêcher de publier ces informations que tous les citoyens sont en droit de connaître. Et donc, il y a une bataille à mener. Je suis par ailleurs administrateur de la maison des lanceurs d'alerte, la MLA, mène un combat sur cette question de défense des lanceurs d'alerte, y compris dans les zones où pèse le secret défense. Hein, et la MLA plaide pour une redéfinition de la défense des lanceurs d'alerte dans ces secteurs. Donc il y a vraiment un enjeu démocratique très important et c'est sans doute à l'échelon de l'Europe que cette bataille peut être gagnée. Oui, mais justement, est-ce que vous avez l'impression que les citoyens européens se saisissent de ces questions parce qu'on sait que en fait, les citoyens peuvent avoir une capacité d'influence importante et agir en contre-pouvoir. Ils peuvent notamment soutenir les médias indépendants qui ne sont pas détenus par des milliardaires ou des industriels. Vous avez l'impression qu'à l'échelle de l'Europe, c'est le cas ? Moi, j'ai toujours eu le sentiment, c'est ça, moi, qui m'a fait, qui fait que j'ai gardé mon optimisme pendant toute ma carrière professionnelle. Je pense que les citoyens ont un clair sentiment de l'état de la presse. J'ai toujours eu le sentiment que la presse traversait non pas une crise de la demande, mais une crise de l'offre. C'est-à-dire que les citoyens ont le sentiment, à l'échelon de l'Europe, que s'ils ont abandonné pour certains la lecture des médias, je donne des chiffres à l'échelon français. Vous savez quel est l'âge moyen des lecteurs du Monde, de Libération et du Figaro? L'âge moyen, 63-64 ans. Ça veut dire que ce sont des journaux qui ont été achetés par ces lecteurs quand ils avaient 20 ans, juste après 68, et que ces lecteurs ont vieilli avec leurs journaux, sans que ces journaux aient la pugnacité ou l'indépendance suffisante pour conquérir des nouveaux lecteurs. Et donc il y a un discrédit qui pèse sur la presse à l'échelon de l'Europe, parce que toute la presse mainstream européenne vit la même chose, à des degrés plus ou moins différents. Je veux dire, il y a des journaux qui résistent mieux que d'autres. Voilà. Ça provient de ce discrédit, le plus souvent mérité et justifié. Et donc je pense qu'il y a une bataille de la part des journalistes à mener pour reconquérir la confiance des lecteurs qui est le plus souvent ébréchée. Alors il y a des journaux où la confiance est beaucoup plus effondrée. Je veux dire, il y a en Grande-Bretagne une presse trash
qui n'existe pas dans d'autres pays. Il y a des pays où l'influence des milliardaires a été moins forte, où il y a eu des logiques industrielles. L'Allemagne, par exemple, avec le groupe Bertelsmann, c'est pas du tout la logique de l'affairisme français avec des milliardaires proches de l'Élysée qui rachètent les journaux. Voilà, mais globalement, on vit quand même une période de discrédit. Et je trouve la bonne nouvelle, c'est quand il y a des journaux qui se refondent avec cette logique d'indépendance, ils trouvent leurs lecteurs, parce qu'il y a une aspiration démocratique à avoir une presse libre et indépendante, il y a une aspiration des citoyens à être informés de manière digne et honnête. Voilà, donc il y a une bataille à mener à l'échelle de l'Europe pour cette presse libre et indépendante. Pourquoi la bataille pour l'indépendance des médias, la liberté de la presse est une des batailles mères? Pourquoi est-ce qu'elle doit se former au niveau de l'Union européenne? Parce que, évidemment, si l'on peut avoir une uniformisation des règles sur tous les pays qui forment l'Union européenne d'un seul coup, ça permettrait de faciliter les choses, étant donné que la plupart des groupes qui possèdent les organes de presse sont aujourd'hui au niveau européen, voire au niveau mondial. Donc évidemment, il faut aller voir à l'échelon au-dessus pour favoriser les mesures qui pourraient être prises. Mais pourquoi est-ce que cette bataille, c'est une bataille mère? Parmi tant d'autres, hein, comme la lutte contre la corruption. Parce qu'en fait, la bataille pour l'indépendance des médias et contre la concentration, c'est une bataille politique qui est finalement, qui concerne les conditions de possibilité de toutes les batailles politiques. Parce que la formation de l'opinion, et c'est l'objet de la bataille politique que chacun nous mène, hein, la formation de l'opinion, libre et éclairée, qui permet évidemment de voter dans un État où on est encore dans une démocratie où il y a une médiation, c'est-à-dire des personnes qui nous représentent, eh bien, pour que cela soit effectif, pour que cela fonctionne correctement, évidemment, les outils de formation de l'opinion, à savoir la presse, notamment, eh bien, doivent ne pas être biaisés. Et c'est pour ça que aujourd'hui, c'est une des batailles mères que cette indépendance des médias. Ce sont les conditions de possibilité de toutes les batailles politiques. Je peux rajouter un petit mot. En fait, bon, le cœur du débat, c'est quoi? Il n'a pas changé depuis 2 siècles. Hein, si vous vous référez au discours célèbre de Victor Hugo, 11 septembre 1848, devant la Constituante. Vous connaissez le discours expliquant que la liberté de la presse et le droit de vote sont deux valeurs consubstantielles, parce que pour voter, il faut être un citoyen éclairé. On ne peut pas voter les yeux fermés, il faut être informé. Donc c'est ça l'enjeu. L'enjeu d'une presse libre, c'est une démocratie vivante. Or, en fait, on voit bien que dans beaucoup de pays, il y a eu des formes de presse historiquement garantissant l'indépendance. J'ai cité de manière immodeste le tâtonnement juridique de Mediapart pour aller vers un système de fonds de dotation. Mais avant Mediapart, il y a un exemple très célèbre en Grande-Bretagne qui est le Guardian. Le Guardian qui est la propriété, dans le langage anglo-saxon, d'un trustee. En clair, ça rejoint un peu le système de fondation, même si c'est un groupe familial mais dont l'objectif est de garantir l'indépendance pérenne sur longue période du Guardian. Hein, et nous, Mediapart, quand on s'est créé, quand on a inventé le système juridique qui organise le capital de Mediapart, on a été parler avec nos confrères du Guardian. Et je pense qu'il y a plein de dispositions de défense à prendre face aux milliardaires, face aux géants du numérique, qui eux aussi sont un danger très important. Mais c'est vrai que l'avenir, ce qui serait vraiment protecteur, c'est inventer une forme de contrôle de la presse qui garantisse de manière pérenne, durable, l'indépendance de la presse. Et donc, dans le texte de Thierry Breton, c'est légèrement esquissé. Il est venu nous voir.
il a bavardé avec nous et avec le Guardian d'ailleurs. Ce sont les 2 journaux avec lesquels il a parlé pour élaborer le texte. Mais je pense qu'on ne s'en sortira jamais s'il n'y a pas une structure de contrôle de la presse qui garantisse durablement et pas seulement trouver un cordon, trouver une muraille de Chine entre les puissances d'argent et les rédactions. Ça, il faut le faire quand il y a des puissances d'argent. Mais si on pouvait se débarrasser des puissances d'argent, parce que la presse n'est pas une marchandise, c'est un bien commun, c'est le droit de savoir des citoyens. Donc si on pouvait inventer une formule juridique de contrôle de la presse excluant les milliardaires, je dis ça, c'est important parce que cette mascarade des États généraux de l'information qui a commencé, je me demande ce que Reporters sans frontières a été faire dans cette galère. Mais dans les 8 priorités affichées de ces États généraux, il y a construire des groupes d'information à l'échelle mondiale. Non, c'est pas la logique dans laquelle je suis, c'est pas, à mon sens, ce dont ont besoin les citoyens. Ils ont besoin d'une information honnête. Ils n'ont pas besoin que Bouygues devienne encore plus gros qu'il n'est ou que Xavier Niel devienne encore plus puissant. Voilà, donc c'est, à mon avis, il faut être très ambitieux tout en prenant des mesures de défense immédiates. En France, moi, je voudrais rappeler qu'on a l'ARCOM, l'ancien CSA, qui peut être saisi à tout moment par les spectateurs. Et c'est vrai que c'est important, je pense, en tant que citoyen, et si on considère que les citoyens peuvent être véritablement un contre-pouvoir, moi, je vous invite à saisir l'ARCOM en cas de propos interdits par la loi qui sont tenus à l'enquête, mais aussi, par exemple, concernant le temps de parole dans les campagnes électorales. Parce que certains médias, évidemment, ne respectent pas les règles. Et c'est, à mon sens, un moyen par lequel les citoyens peuvent vraiment se trouver assez investis. Non ? On peut prendre un exemple concret, précis, puisqu'il y a eu des sanctions. C'est CNews, qui, pendant les dernières élections, ou avant les élections présidentielles, sauf erreur de ma part, avait été sanctionné par l'ARCOM du fait du non-respect du pluralisme des différentes tendances politiques. En fait, ce qu'il faisait, c'est tout simplement passer les candidats de LREM et de LFI la nuit. Et donc, évidemment, ils accumulaient le temps de parole et ils disaient on a respecté notre temps de parole. Oui, sauf qu'ils le faisaient en pleine nuit. Et donc, évidemment, avec une bien moindre visibilité. Et les autres candidats, plutôt de droite ou d'extrême droite, avaient une plus grande visibilité la journée. Sanction de l'ARCOM, 200 000 €. C'est-à-dire, alors, je ne connais pas le prix des pages de pub pour une émission comme Face à l'info, mais on ne doit pas être très loin de la sanction de l'ARCOM. Donc, finalement, aucune efficacité véritable. Ils s'en foutent. Ils gagnent beaucoup plus. En permettant, d'abord, en ayant des dérapages permanents. Donc, l'ARCOM, oui, bien sûr, il faut le faire. Évidemment. D'abord parce que l'ARCOM est un outil de régulation et qui fonctionne avec ce qu'il peut, mais bon an, mal an, ça permet de visibiliser au moins les dérapages, voire les actions négatives de certains groupes, parce que ce n'est pas les journalistes, ce sont des groupes qui attendent cela, notamment le groupe Bolloré. Donc, c'est important. Maintenant, il faut donner beaucoup plus de pouvoir à un organe comme l'ARCOM. Il faut lui donner un pouvoir de sanction beaucoup plus important, parce que ce n'est pas avec des sanctions financières disproportionnées par rapport à la rentabilité publicitaire qu'on arrivera à quelque chose. Finalement, quand on fait l'addition, eh bien, CNews gagne plus à raconter n'importe quoi qu'en perdant de l'argent avec les sanctions. Donc voilà, je pense qu'il faut un véritable pouvoir de sanction et renforcer les pouvoirs de l'ARCOM en la matière. J'ajoute, si Ariette tu m'y autorises, une réflexion de plus. C'est que le combat pour une presse indépendante va nécessairement de pair avec le combat
pour des autorités administratives réellement indépendantes. Alors, il y en a en France, hein, la défenseur des droits est une personne formidable qui mène ce combat-là. La Commission nationale du débat public, avant qu'elle soit débarquée, menait aussi, avait une conception digne de ses fonctions. Il y en a d'autres tout de même qui sont... on est toujours dans ce système bonapartiste, où c'est le chef de l'État qui nomme les présidents des autorités administratives soi-disant indépendantes. Mais quand même, quelle mascarade. Donc moi, je suis pour qu'on fasse des procédures, qu'on saisisse l'ARCOM ou qu'on saisisse autrefois l'autorité d'avant, le CSA. Mais tout de même, quelle quantité de couleuvres ils ont avalé. Donc c'est vrai qu'ils font des sanctions le plus souvent misérables, mais ils acceptent des choses absolument inacceptables. Prenons un exemple sur les autorisations d'émettre. Quand on privatise TF1, 1986, on privatise, il y avait un cahier des charges de la privatisation, donc on privatise à Bouygues, TF1, enfin plutôt c'est une concession, hein, c'est pas une privatisation, c'est une concession, pour 10 ans, seulement 10 ans, pour 3 milliards de francs, seulement 3 milliards de francs. Et donc au bout de 10 ans, il devait y avoir un autre appel d'offres, et le gagnant devait reverser au pot. Et le cahier des charges fixait un critère pour TF1. Vous vous souvenez? Le mieux-disant culturel. Hein? Et donc, Monsieur Lelay, qui à l'époque, il est mort, paix à ses cendres, mais avait fait des grandes déclarations. Je me souviens, à l'époque, moi j'étais au Monde, et il m'avait envoyé une tribune quand il y avait eu Love Story, donc le début de la télé-réalité sur M6. TF1, la télé-réalité, jamais, c'est une honte. Bon. Donc il y avait le bouton magique de sanction en cas de non-respect du cahier des charges, retrait de fréquence. La fréquence, c'est un bien public, c'est une ressource rare. Mais vous vous souvenez d'un appel d'offres nouveau au bout de 10 ans? Jamais. Ça fait 36 ans qu'ils ont la fréquence. Il y a, pour des prétextes, alors je pourrais vous faire l'historique détaillé. Et donc en fait, la concession s'est transformée en cession à titre gracieux. Et non seulement à titre gracieux, mais en plus, les détenteurs de fréquences qu'ils obtiennent maintenant gracieusement, ils peuvent les revendre et spéculer. Donc Bolloré, une partie de la fortune qui lui a permis de prendre le contrôle de Canal et de CNews, c'est faite par des spéculations sur des fréquences qu'il a achetées à Lagardère, qu'il a revendues, qu'il a re-achetées. Donc il y a un scandale majeur et le CSA, l'ARCOM, sa vie est trop récente pour qu'on puisse en juger, mais le CSA, c'était un discrédit total, ils ont tout accepté. Et les sanctions prises contre Bolloré sont quand même... C'est bien de le faire un recours parce que ça fait de la publicité, les citoyens sont alertés, mais quand Zemmour est condamné, fait des déclarations racistes, les sanctions sont... Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais de retrait de fréquence dans ce cas-là? Autre exemple, je veux dire quand même, et je termine là-dessus, CNews, dans le cahier des charges, c'est une chaîne d'information avec une obligation de pluralisme. Et quand vous écoutez la diarrhée raciste, islamophobe, continue, pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais de retrait de fréquence? Pourquoi? On est quand même dans une démocratie qui est totalement... comment dire, comment la qualifier, une démocratie qui accepte des choses pareilles? Mais moi, c'est vraiment le rappel auquel ça renvoie. C'est Le Figaro qui, en 1921, est racheté par le parfumeur Coty, qui deviendra le fondateur de Solidarité française, l'une des ligues fascistes qui manifestera le 6 février 1934. C'est ça que l'on vit aujourd'hui. Et donc, les autorités de régulation acceptent cette dérive invraisemblable contre laquelle se sont dressés ensuite les résistants et le Conseil national de la résistance. C'est ça qu'on vit, c'est ce retour en arrière. Et donc, oui, faisons des recours, mais il faudrait quand même d'autres organismes de régulation. Avant les questions de la salle. Juste un petit mot pour réagir à ce que Laurent dit.
effectivement, il y a une inefficacité actuelle de l'ARCOM. Après, l'ARCOM a clairement dit, et notamment par l'intermédiaire de son président, mais également du ministre de la Culture, qu'il remettait les 2 fréquences TNT, donc un flux public de CNews et de C8 sur le marché avec un nouvel appel d'offres en 2025. Donc moi, je pense que, alors même plus que chiche, je pense que s'il doit y avoir un projet majeur, c'est une chaîne des médias indépendants. Un conglomérat de tous les médias réellement indépendants, c'est-à-dire non détenus capitalistiquement par des groupes, par leurs journalistes. Actuellement, il y en a beaucoup, notamment Mediapart, qui disent, voilà, on trouve l'argent, on trouve la structure, on travaille ensemble et on fait une vraie chaîne des médias indépendants, notamment pour informer sur l'indépendance des médias. Et on reprend au moins l'une des fréquences de CNews et de C8. Ça, c'est un projet majeur. C'est en 2025, et il faut que les gens commencent à se mettre autour de la table pour savoir comment travailler là-dessus. Merci. Alors, des questions dans la salle. Je ne sais pas quel micro on va faire passer. Merci beaucoup pour ce passionnant et passionné discours et très informatif. Moi, ce que je souhaiterais vous demander en tant que référente d'Anticorps de l'Allier, avec ma co-référente ici Claire, c'est un espèce de guide de survie des co-référents qui sont confrontés à une presse extrêmement difficile. Et en l'occurrence, il s'agit de la montagne. Alors la montagne, c'est un organe de communication des élus locaux. Et il n'y a rien de mal à avoir pour les élus un organe de communication. Sauf qu'elle se dissimule et elle se déguise en organe de presse. Et c'est extrêmement trompeur. C'est un organe de communication, mais c'est aussi un organe de collecte d'informations. C'est-à-dire que nous, référents Anticorps, ils nous appellent sur des affaires, ils nous pompent toutes les informations possibles, tentant de savoir qui est le lanceur d'alerte, tentant de savoir où en est la procédure, qui sait quoi, comment, etc. Et ils nous disent, on ne va pas publier tant qu'un autre média n'en aura pas parlé. Et effectivement, ils gardent ces informations sensibles pendant des mois et des mois, sans les publier. Et pour l'affaire Périssol, entre autres, eh bien, nous avons réussi à la faire publier par Médiacité. Et dès que Médiacité a sorti cette affaire, le lendemain, le jour-là, hop, La Montagne l'a sorti, ils avaient l'article tout prêt, mais ils ne voulaient pas le publier. Donc, ils ont beau jeu, si vous voulez, de dire « Ah ben, nous sommes la presse, nous vous interviewons, donnez-nous toutes vos infos », mais en fait, ils s'en servent d'organes de renseignement pour les élus, et parce qu'ils ont du coup tous les détails, et d'organes évidemment de communication extérieure aussi pour les élus locaux. Donc, par exemple, La Montagne fait de la diffamation contre les citoyens engagés, mais elle leur refuse un droit de réponse. Donc, des choses quand même basiques. Donc, ma question, justement, le guide de survie, que faire face à ça? Je voyais que Ariel Halimi avait des idées créatives, innovantes pour contourner les gros obstacles juridiques, politiques qu'on a. Est-ce qu'il faut faire, quelle démarche faire pour que La Montagne soit privée de ses subventions publiques, parce que ce n'est pas un média, ce n'est pas de la presse, c'est autre chose déguisé en presse. Quelles sont les démarches à faire? Est-ce qu'il y a des idées pour remplacer ce média, quel que soit, je ne sais pas quelle est sa structure, ses actionnaires, quels sont ses actionnaires, mais je sais que vu de notre point de vue référent Anticorps, ce n'est pas de la presse, c'est quelque chose d'autre, déguisé en presse. Je pense qu'il faut ne pas croire qu'il y a eu un âge d'or de la presse
et que il y a eu une régression progressive. Je pense que c'est même l'inverse. C'est-à-dire que si vous relisez Illusion perdue de Balzac, vous vous rendez compte que la presse est née dans la fange de la mauvaise politique. C'est-à-dire qu'elle pouvait d'abord se faire écho des rapports de pouvoir et qu'elle était dans la guerre politique. Et qu'elle pouvait détruire telle ou telle personne, qu'elle pouvait, parce qu'il y a des rapports de force et des rapports de société, ne se faire que l'écho de ces rapports de force et de société. Et non pas informer. Je pense, je ne suis pas historien de la presse, qu'on est allé vers un mieux. C'est-à-dire qu'on est allé vers une presse indépendante, avec ses propres règles, avec une éthique journalistique qui s'est forgée collectivement. En revanche, je ne suis pas forcément pour dire que tous les organes de presse doivent être totalement indépendants. Tous. Je pense qu'il doit y avoir un pluralisme de l'indépendance aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contraindre les médias à être ce que l'on pense qu'ils doivent être. D'accord ? En revanche, on doit informer le plus grand nombre et permettre qu'il y ait différents organes de presse qui donnent des sons de cloche et des échos différents. Lorsqu'on sait qu'il y a un organe de presse qui est plutôt un organe de communication politique, il faut le dire. Il faut informer là-dessus. En revanche, vous ne pouvez pas contraindre. Moi, il me semble. Voilà, donc je pense que la seule manière d'aller vers une plus grande indépendance et une plus grande information libre et éclairée, c'est aussi d'informer sur le fait que la presse, dans certains cas, est une chambre de résonance politique et qu'elle appartient à des sensibilités politiques. Je m'autorise un commentaire. Moi, je pense qu'il y a eu une régression quand même majeure. La Montagne, c'était quand même un grand journal tenu par des résistants à la libération, un journal libre, un journal indépendant, comme l'était, je ne sais pas, le Dauphiné libéré, qui avait sur son fronton, à la fin de la guerre, un journal libre pour des hommes libres. C'était sous le titre. Et toute cette presse-là s'est effondrée. Et ce que vous dites de la Montagne est vrai pour beaucoup de journaux régionaux ou départementaux. Alors certains de manière totalement caricaturale, la Dépêche du Midi par exemple, possédée par la famille que vous savez, Baillet, et d'autres ont un petit peu mieux résisté. Et donc moi, mon conseil, à mon avis, est le suivant, c'est qu'il y a une bataille dans la presse régionale. Donc la presse, beaucoup de titres sont dans des modes de fonctionnement corrompus, comme le sont beaucoup de journaux mainstream nationaux. Mais il y a une bagarre démocratique parce qu'il y a plein de jeunes journalistes qui ne veulent pas passer sur les fourches caudines de cette presse corrompue. Et il y a un bouillonnement dans beaucoup de régions avec des jeunes journaux qui commencent à se fonder, notamment pour refonder la presse régionale. Vous citiez Médiacité. Nous, Mediapart, on n'a pas de conception impérialiste. Donc on ne veut pas créer des antennes régionales. Donc, nous aidons les jeunes journaux qui se créent en région, donc notamment Médiacité. On a pris une petite participation à leur capital et pour les aider, et on est dans des stratégies de coopération éditoriale et d'échanges éditoriaux. À mon avis, en région, la bonne stratégie est celle-là, c'est d'aider, se tourner vers la presse indépendante qui commence à éclore, parfois avec difficulté. Il y a des journaux régionaux indépendants qui disparaissent, c'est toujours les 3 ou 4 premières années qui sont difficiles et il y en a certains qui disparaissent et d'autres qui tiennent bon. On a le Poulpe du côté du Havre, il y a nos confrères et nos amis de Mars Actu à Marseille. Pensez qu'à Marseille, le grand journal régional, la Provence, était détenu par tapis. Les bras vous en tombent qu'on ait pu accepter. Grâce à l'argent volé de l'arbitrage frauduleux, il a pu... Bon. Voilà, donc il y a plein de journaux régionaux qui commencent, voilà, c'est cette bagarre-là, c'est une presse en plus, le plus souvent participative, c'est-à-dire il y a l'information, mais en même temps vous pouvez tenir vous-même un blog, défendre votre point de vue, donc c'est une presse beaucoup plus vivante et beaucoup plus, voilà, c'est participative. Donc à mon avis, c'est cette presse-là qu'il faut favoriser et vous, Anticorps,
vous avez cette possibilité de vous faire entendre de cette façon-là. Déjà, je vous dis bravo à tous les deux, à tous les trois. Une question pour monsieur Laurent Motu. Vous avez parlé tout à l'heure d'un éditorialiste de France Inter. Est-ce qu'il s'agit de Dominique Seux? J'aurais pu rajouter le nom, c'était bien celui. Non, mais avant Dominique Seux, vous savez, il y avait. Parce que ça fait 30 ans que ça dure à France Inter, hein, qui est une bonne station avec des journalistes de talent. Et avant, c'était. Comment s'appelait-il il avait sa marionnette au Guignol de l'Info. Son nom m'échappe. Le prédécesseur de. Son nom va me revenir. Il terminait toujours ses éditos, ou très souvent, le prédécesseur de Dominique Seux, vous savez, par l'économie ne ment pas, qui est une sorte de réminiscence de la terre ne ment pas. Bon, voilà. Alors, vu qu'on est dans le monde des lanceurs d'alerte, oui. Je vais vous faire, en tant que lanceur d'alerte, une confidence que personne ne connaît, mais moi que je connais parce que je suis un ancien analyste de la BNP. Je ne suis pas que ancien analyste de la BNP, je suis ancien directeur marketing et stratégie de Thomson à l'époque de Thierry Breton. Donc vous pouvez imaginer que je sais certaines choses que beaucoup de gens ne savent pas. Alors je vais vous expliquer comment ça marche. La salle des marchés de la BNP se trouve au cœur de Paris, à proximité justement de là où on trouve le siège des Échos. Tous les matins, à 7 h du matin, les analystes viennent au boulot et quand ils arrivent, ils ont sur leur bureau un journal, Les Échos. Bon, j'étais analyste financier avec tous mes copains analystes financiers. Moi, j'avais 40 ans, mes copains avaient 25 ans. Diplômé de l'INSA de Lyon, donc ingénieur, et diplômé de l'ESSEC. Mes petits copains étaient diplômés école de commerce catégorie 3, moyenne d'âge 25 ans. Bon. Je ne parle pas de moi, je parle de mes petits copains. Bon. Mes petits copains lisent donc les Échos à 7 h du matin. Allez, une nouvelle au hasard. LVMH fait une acquisition. On peut l'analyser sous un angle positif ou sous un angle négatif. Bon, forcément, les Échos présentaient ça sous un angle positif. Quand vous avez 25 ans, que vous êtes diplômé d'une école de commerce, je ne sais pas, Subdeco niveau 3, hein, alors, quand c'est LVMH, c'est encore la chose positive. Quand il s'agit de France Télécom ou d'Alcatel, moi je suis ingénieur, je sais ce qui se passe dans les télécoms, une école de commerce ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une analyse qui est en fait le copier-coller de la version des Échos. Ça, c'est 7 h du matin. À 8h30, vous avez les analystes financiers qui briefent les traders. À 9 h, vous avez les traders qui briefent les gérants de fonds. Qu'est-ce que disent les gérants de fonds? C'est la BNP, c'est génial, c'est positif, on investit, hop, ils achètent. Est-ce qu'on va acheter? Que font? Ok, moi j'ai été très longue pour mon discours, mais je vous invite quand même à timer vos questions. Que font les gérants de fonds? Ils reçoivent le même journal, Les Échos, mais à midi. Donc les gérants de fonds disent, qu'est-ce qu'ils sont fabuleux, les traders de la BNP, ils ont vu avant les Échos. C'est la même information. Alors, ma question est la suivante. C'est bien de faire des constats. Moi, des constats, j'ai 63 ans, des constats, j'en fais depuis que je suis né. Bon, il faut trouver la raison. La raison, c'est bien que un milliardaire investit dans la presse. Mais attendez, c'est pas n'importe quel milliardaire. Des milliardaires, il y en a plein en France. C'est 3 milliardaires d'assaut. Hein, c'est le marché militaire. Ok, Bolloré, la France-Afrique.
Bon, alors, je voulais savoir quelle analyse vous faites derrière le constat les milliardaires achètent la presse. S'ils achètent la presse, c'est qu'il y a des raisons. Vous avez parfaitement dit qu'ils font ça à titre personnel. Quelles sont les raisons personnelles pour lesquelles, trois personnes qui sont riches achètent la presse? Il y a bien une motivation. Quelle est selon vous la motivation? Moi, je viens de vous donner une explication. Très vite, je pense que dans ce système nécrosé d'une presse sous influence, chacun peut avoir sa justification. Niel, par exemple, quand il rachète Le Monde d'abord et ensuite l'Obs, Niel et ses associés, mais c'est lui l'homme fort, on devine bien la justification. Il a eu un passé judiciaire tourmenté, il est en quête de respectabilité. Donc voilà, Le Monde lui donne, et son associé, le banquier d'affaires Mathieu Pigasse, à l'époque, aimerait bien asservir Le Monde à la campagne présidentielle de son patron, qui est à l'époque Dominique Strauss-Kahn. Bolloré, on devine bien sa cohérence. Il a construit son groupe sur les décombres du capitalisme colonial français en prenant d'assaut la banque Rivaux, qui était la banque tordue du RPR des années 80 et la banque de la France-Afrique. Et il a une idéologie, des convictions personnelles en empathie avec ce qu'était son groupe industriel. Drahi, il a ses propres raisons, c'est que il obtient des banques dans ce système de capitalisme fou 50 milliards d'euros, et donc François Hollande va lui demander service en disant: si vous pouviez racheter Libération, qui est à l'époque le seul journal qui me défend encore, ça me rendrait service. Et donc voilà, chacun a sa cohérence, et le vrai problème, c'est que on est dans un système que moi je qualifie de capitalisme de la barbichette. Je te tiens, tu me tiens, on se rend des services mutuels. Les services peuvent être différents d'un groupe à l'autre, mais c'est le fond, c'est ce système-là. Et j'en termine sur un point, puisque vous parliez des Échos, posez-vous la question: pourquoi est-ce que dans ce système, il y a parfois des journaux, donc c'est pas un jugement politique, la presse financière anglo-saxonne est une presse qui fait de l'investigation. Vous lisez le Wall Street ou le Financial Times, les journaux produisent des informations parce qu'ils sont dans une culture politique, et celle du libéralisme au sens américain, tandis que la presse financière française ne fait jamais d'investigation. Et donc ça renvoie aussi à l'écosystème politique qui peut être libéral dans un cas et totalement illibéral dans l'autre. Alors moi j'ai une petite question qui va compléter celle de Madame, qui parle de la montagne. Parce que Anticor a des délégations départementales, on est parfois dans des tout petits départements en zone rurale. Alors vous nous dites, oui, il faudrait des jeunes journalistes, etc., qui se lancent. Alors même des anciens, je vais vous donner un cas de journaliste du Midi Libre qui vient d'être viré, on l'a payé pour qu'il parte plus tôt. Lui, il faisait des investigations, il allait dans les conseils municipaux, etc. Alors comment, Anticor, comment vous voyez ça dans les tout petits départements? La Lozère est un tout petit département, et je rejoins complètement Madame de la Montagne, on est voisines, on va peut-être pouvoir de l'Allier, voilà, Francis de la Montagne du secteur du départ, de l'Allier. Nous, c'est la Lozère, c'est encore tout petit. Comment on fait là? Vous nous dites, mettez des blogs, faites des blogs. Et vous savez, quand on fait des blogs, les menaces qu'on récupère, alors comment on peut fonctionner? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Mediapart, par exemple, on nous a dit, à la Lozère Nouvelle, pourtant, alors je ne sais pas à qui ça appartient, on nous a dit, non, on ne peut pas, parce que le député, le fameux député de la Lozère, qui est en Minéo, qui est au PNF, etc., on travaille avec lui, oulala, on ne peut rien faire. Alors nous, comment on peut faire? Nous, Anticor, département tout petit. J'ajoute très brièvement que Médiacité ne veut pas travailler avec l'Allier. Ils nous ont dit que c'est vraiment exceptionnel si on parle de M. Périssol. Vous êtes trop loin, nous c'est Lyon. Alors, je vais essayer de répondre moi aux deux questions tout à l'heure. Pourquoi est-ce que les milliardaires essayent de racheter des groupes de presse ou des médias? Quand on a le pouvoir financier, quand on a 1 milliard, qu'est-ce qu'on en fait?
ben, on essaye d'acquérir le pouvoir culturel. Pourquoi le pouvoir culturel et le pouvoir de l'information? Parce que c'est celui qui permet d'acquérir le pouvoir politique et finalement d'entretenir son pouvoir financier. Donc c'est un cercle vicieux qui tourne en boucle. Ça, c'est une première réponse. Comment est-ce qu'on fait quand on est dans des départements où on n'a pas un accès direct à l'outil journalistique, notamment à l'outil d'investigation? C'est une vraie question et c'est très compliqué, surtout quand on sait que la PQR appartient et peut être une chambre de résonance politique et n'a pas forcément une indépendance pleine et entière. Il y a des quotidiens, des hebdomadaires de la PQR qui l'ont. Il y a des médias indépendants de plus en plus qui se créent, pas suffisamment. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement? Il y a, je pense, je vais vous raconter moi en tant qu'avocat comment j'ai découvert et comment j'ai été en contact avec la presse. Ben, c'est dans certains dossiers, notamment de violences policières, parce que je travaille beaucoup sur les violences policières, et que la seule manière de rendre visibles ces affaires, qui ne l'étaient pas du tout, parce que c'était des personnes qui étaient invisibles, eh bien, il a fallu à un moment, et je me suis rendu compte qu'il y avait qu'une seule manière, c'était de travailler avec des journalistes pour rendre visible cette information et finalement avoir créé une pression sur la justice pour qu'elle fasse correctement son boulot alors qu'elle était dans les affaires de violence policière partiale structurellement. Et donc moi j'avais aucun contact avec les journalistes. J'étais un jeune avocat, je ne connaissais personne, je savais pas vraiment comment ça fonctionnait. Je savais que il fallait à un moment donné trouver un contact. Eh ben j'ai travaillé avec d'autres personnes. J'ai travaillé dans des collectifs. J'ai travaillé avec des personnes qui eux avaient peut-être des contacts avec des journalistes. Et je crois que la seule manière aujourd'hui pour Anticorps ou d'autres organisations qui dénoncent certaines choses, comme la Ligue des droits de l'homme dans les sections locales, ou d'autres, c'est de travailler ensemble. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs organisations, et au bout du compte, lorsque des organisations travaillent ensemble, sur des sujets communs, avec des valeurs communes, eh bien on met en commun nos réseaux, nos liens, et on devient plus fort parce qu'on arrive à, au bout d'un moment, toucher un journaliste qui accepte de travailler sur le sujet, parce qu'il a le temps, la disponibilité, parce que la plupart du temps, c'est parce qu'il y a un manque de disponibilité, qu'il y a tellement de sujets que c'est pas forcément évident. Hein. Donc voilà, je pense que c'est dans les collectifs locaux, avec d'autres organisations, que vous arriverez à trouver l'issue, notamment journalistique et la visibilité. Il nous reste peu de temps. On va faire 3-4 questions courtes et je vous propose de répondre à pas. Alors oui, elle va être courte. Moi, je suis journaliste. Ça ne fait pas du tout longtemps que j'ai arrêté. Ça date de cette année. Moi, je voudrais quand même poser une question revenir sur la déontologie des journalistes et sur quand même le problème qu'il y a dans cette profession qui s'est beaucoup précarisée. Hein. Il y a de plus en plus de précaires dans la profession. Je crois que les quarts de presse, actuellement, c'est la moitié en précaire. Et qui ne fait pas toujours preuve d'une grande déontologie. Vous parliez de charte de déontologie. Moi, j'ai été dans une rédaction, dans le groupe Bayard Presse, qui n'est pas le pire des groupes français et qui n'appartient pas à un capitaliste. La charte de déontologie, ça a été un massacre. Personne n'a jamais voulu s'en occuper. Ça n'intéressait pas les confrères. Alors que, je peux vous dire, moi j'ai fait toute ma carrière dans la presse mainstream, je ne me suis jamais fait virer, j'ai fait beaucoup d'investigations, j'ai eu plein de problèmes tout le temps, de menaces, de ci, de ça, mais j'ai quand même toujours exercé mon métier, je dirais, avec déontologie. Donc je pense qu'il y a aussi un problème, et là je ne sais pas comment faire pour motiver les troupes, c'est de motiver les journalistes à avoir un peu plus de déontologie, parce qu'il y a aussi beaucoup de corruption dans ce métier, et ça, on ne le dit pas toujours, mais ça existe. Oui, moi, je voulais vous poser une question sur un aspect de la corruption des personnalités politiques par les médias dont vous avez parlé, les médias mainstream. Par exemple, c'est la façon dont on va inviter des personnalités politiques sur les plateaux ou dans les journaux, sur qui on va faire des articles, sachant que ça, c'est souvent, et je l'ai observé de près dans ma carrière, justement, c'est souvent très lié à la capacité à signer des kilomètres d'autoroute
des achats de matériel militaire ou des soutiens en Afrique, pour citer trois exemples. C'est-à-dire, ces médias choisissent leurs hommes politiques. C'est une véritable corruption. Ils choisissent les hommes politiques dans chaque parti. Dans un parti de droite, ils vont choisir celui qui est le plus malhonnête. Dans un parti de gauche, ils vont choisir celui qui est le plus malhonnête. Et c'est celui-là qu'ils vont faire venir sur les plateaux. Et ça passe totalement en dessous de la visibilité des syndicats de journalistes et des sociétés de journalistes, parce que c'est décidé uniquement par les directions de l'information. Y compris dans des rédactions de gauche, par exemple, à un moment TF1, à l'époque dont on parlait, était une rédaction de gauche. Mais par contre, c'était bien ce que gardaient des gars comme Carrero, etc., c'était les invitations. C'est ce qui permettait pour un ministre comme Sapin, qui est resté 18 mois ministre, d'être invité 2 fois en 18 mois, et Strauss-Kahn d'être invité 18 fois en 2 mois. Oui, bonjour. J'ai une question à vous poser pour revenir sur ce que Laurent Maudy disait et Harry tout à l'heure sur Balzac et sur le discours de Victor Hugo qui lie démocratie et liberté de la presse, liberté d'information. Balzac le qualifiait de 4e pouvoir, la presse. Comment est-ce qu'on peut envisager un 4e pouvoir indépendant alors que ce 4e pouvoir est une marchandise en fait. Aujourd'hui, l'information est considérée comme une marchandise, fait l'objet d'une appropriation privée, on le voit à travers les chaînes de télévision, la presse écrite. Je ne vois pas comment un 4e pouvoir politique peut faire l'objet d'une appropriation privée. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Bon, j'ai une question très précise. Que pensez-vous de la redevance, de la suppression de la redevance par rapport à la question de l'indépendance? Vraiment Avrier, une petite question dans le débat qu'ont initié Ariel Halimi et Laurent Maudy sur la question d'agir en droit. Faut-il agir en droit pour faire valoir nos droits? Et à ce niveau, certes, le CSA et l'ARCOM sont des instances qui n'agissent pas, mais on peut aussi attaquer le refus de l'ARCOM ou du CSA d'agir. C'est ce que nous avons fait, par exemple, sur la présence de 3 journalistes d'extrême droite sur France Info, dans Les Informés, sous la direction de Jean-François Aquili et de Lagarde, qui vient de passer à Europe 1. Et l'action est toujours en cours devant le tribunal administratif de Paris. Et les 3 personnes ont subrepticement disparu, qui étaient présentés comme des intervenants médiatiques, des éditorialistes, alors qu'elles n'avaient qu'auto-proclamé, comme certains s'auto-proclament lanceurs d'alerte, il y a certains qui s'auto-proclament éditorialistes. Et donc l'action est toujours en cours dans le tribunal administratif. Il me semble que l'insuffisance d'action en droit est aussi une question qu'on doit se poser. Par exemple, sur le droit de réponse qui était soulevé tout à l'heure, il suffit d'agir en droit pour un droit de réponse. Merci. Je laisserai Harry conclure sur des considérations de philosophie et de droit. Comme je n'aime pas trop avoir une sorte de position magistrale, arrogante, dire oui, non, je suis d'accord. Je veux prendre la question peut-être la plus simple de madame tout à l'heure. C'est vous étiez dans une rédaction apaisée, si je comprends bien, et vous regrettiez que ces questions de déontologie ne passionnent pas tous vos consoeurs et confrères. Moi, ça me fait penser à l'image que prend parfois mon confrère Edoui Plenel pour résumer l'ambition que l'on pourrait avoir. C'est voilà, si on considère que la presse aujourd'hui est une sorte de bocal de poisson rouge, bocal très fortement pollué.
Si la comparaison vaut, ça ne sert à rien de s'énerver contre les poissons rouges. Il y a des poissons rouges qui ont un mauvais comportement. Il y a des Dominique Seux. Mais c'est vrai que trop personnaliser le débat abîme le débat public. Il faut bien voir d'abord les systèmes. Et donc l'urgence, si le bocal est pollué, c'est de ne pas se fâcher contre les poissons rouges. C'est d'abord de dépolluer le bocal. C'est ça l'enjeu de nos débats, c'est trouver un système vertueux où les rédactions sont protégées et où même les paresseux journalistes, même les indolents, aient une épée dans le dos pour travailler, de sorte que la logique du système récompense les pugnaces, les audacieux, ceux qui cherchent. Parce que c'est vrai qu'il y a... vous m'avez présenté tout à l'heure comme journaliste d'investigation. Normalement, c'est un pléonasme. Normalement, le métier de journaliste, c'est d'investiguer, quelle que soit sa spécialité, que ce soit la culture, que ce soit l'économie, que ce soit même la bourse. Voilà. Donc, trouver un système où les journalistes aient une épée dans le dos, soient obligés d'avancer, de travailler, de chercher, de regarder sous le tapis, que ce soit ça le cœur du métier. Voilà, donc ça nous renvoie aux discussions que nous avons eues tout à l'heure sur les mesures à prendre. Il y a des mesures d'urgence à prendre, de protection contre les milliardaires, de protection, on en a peu parlé, mais c'est très important, contre les oligopoles, les géants du numérique, parce que observez bien que les milliardaires qui ont pris le contrôle de la presse, comme ils ont bien compris que l'État était impécunieux ou faisait mine d'être impécunieux, maintenant ils tendent la main en direction de ces géants, et observez que ces géants, notamment Google et Facebook, ont pris le contrôle de tous les datas de la presse. Vous vous abonnez au Monde, à Libération, au Figaro, l'abonnement est payé à 50% maintenant par Google, hein, et c'est vrai aussi pour maintenant toute la presse en région, et ça a des conséquences que je ne vais pas détailler ici, éditoriale massive d'un journalisme qui est enfermé maintenant dans un périmètre décidé par des algorithmes, ce qui est très très dangereux démocratiquement, hein, c'est un autre danger qui menace la presse. Donc voilà, il y a plein de réformes d'urgence et puis rêver d'une autre presse, celle de demain. Alors je vais essayer de répondre en quelques mots aux questions plus générales, à savoir la première, comment accepter l'appropriation du commun de l'information, finalement. Et la deuxième, est-ce que l'on doit agir en droit, donc avec le droit, pour y parvenir? Je ne vais pas pouvoir vous donner une réponse pleine et entière. Alors, je suis avocat. Je ne peux pas vous dire plus de choses que je crois vraiment au fonctionnement du droit, au recours juridique, à l'action. Et je crois que le droit, c'est une langue à part entière qu'on retrouve dans toutes les civilisations. Et donc, on partage finalement cette langue commune avec toutes les civilisations et avec tous les pays du monde. Et je crois aussi que c'est une partition, le droit. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est écrite par l'État, quelquefois à des fins répressives ou à des fins de restriction de la presse, justement, quelquefois, mais qu'on peut s'en emparer comme toute partition ou comme tout outil ou arme et qu'on peut s'en faire l'interprète. Et retourner l'arme contre celui qui l'a créée à une mauvaise fin. Donc je crois vraiment profondément, pleinement, totalement dans ce que le droit peut faire. Je ne crois pas qu'il ne faille se contenter que du droit. Parce que se contenter du droit, eh bien, c'est se confronter à un mur. Dans la mesure où l'institution judiciaire, elle-même, est politique, pleinement politique et assaillie de contradictions. En revanche, il faut évidemment se servir de l'outil politique, en plus de l'outil juridique. Et bien évidemment, pour accéder peut-être à un mieux-être, à une morale et à une éthique journalistique
beaucoup plus importante dans ces batailles, dans ces batailles terribles que nous menons tous, mais depuis toujours finalement. Oui, il faut se servir des médias indépendants pour accéder à un mieux-être de la presse. Et ce triptyque droit, politique et médias indépendants qui nous permettront d'arriver à quelque chose qui relève du mieux-être moral et éthique. Voilà une recette qu'on pourrait appliquer. Il y avait une question sur la suppression de la redevance. Est-ce que... Ariel en a parlé tout à l'heure, la redevance. Il y aurait d'autres dispositions à prendre pour défendre un audiovisuel public libre. Je veux dire, tout de même, à l'origine, l'idéal du service public, c'est de dire des puissances d'argent peuvent prendre le contrôle de la presse. S'il y a un service public, ce sera un endroit sanctuarisé. Or, on voit bien que, et c'était le cas pendant toutes les années du début de la Ve République, cette idée de sanctuaire a été balayée. C'est la vieille conception de la presse gaulliste. La presse est aux ordres. Donc l'ORTF, c'est la voix de la France, et l'AFP, c'est un outil pour le Quai d'Orsay dans les autres pays du monde. C'est comme ça que ça a fonctionné, avec, on connaît les caricatures perfides qui s'installent au micro de l'ORTF pour annoncer la réforme du journal télévisé. Et donc, il y aurait plein de dispositions à prendre, mais c'est vrai que la suppression de la redevance est un signe de plus de la reprise en main par l'Élysée de la presse. Ça a été dit tout à l'heure par le député qui était là. Dès lors qu'il n'y a plus de financement indépendant, dès lors que c'est versé au budget général, ça veut dire que l'État peut faire ce qu'il veut en termes de financement, donc réduire le financement, peut-être avancer ce qui était le projet caressé à l'origine par Macron de fusionner des chaînes. On voit bien ce qui se passe avec France 3. Éventuellement, peut-être un jour, s'il n'y a pas assez d'argent, de privatiser l'une des chaînes. Il y a eu beaucoup de débats et de rumeurs autour de France 2. Voilà, donc c'est vrai que dans un univers indépendant, sanctuarisé, la sanctuarisation du financement est une garantie d'indépendance. Dès lors qu'il n'y a plus de garantie, dès lors que cette garantie saute, toutes les menaces sont possibles. Je pense qu'on va en rester là. Merci à tous les deux, Ariel Halimi, Laurent Maudy, pour ce débat qui vous a beaucoup intéressé. Ah, madame. Ah oui, c'était du coup. Non. Peut-être qu'on peut la poser de manière plus informelle. Non, bon. Vous parlez des médias indépendants, c'est très bien, mais quand on voit ce qui s'est passé à Canard Enchaîné, je me pose la question de savoir s'il ne pourrait pas y avoir aussi certains contrôles pour les médias indépendants. Réponse rapide. Oui, et parfois il y a des non-dits, on n'ose pas parler de certains journaux indépendants, donc on ne parle pas du Canard Enchaîné, on ne parle pas du monde diplomatique, bon. Voilà, donc c'est vrai que l'indépendance ne garantit pas un fonctionnement vertueux. Il faut plus que ça. Il faut des règles collectives de vie ensemble. Et donc, si le fonctionnement d'un journal se fait par un système où c'est un groupe de 3 ou de 4 personnes, sans la validation par la rédaction des processus de la vie collective, ça conduit forcément à des dérives, surtout quand il y a énormément d'argent. Énormément d'argent. Donc je pourrais vous en dire plus si vous voulez prolonger la conversation. Et donc ça renvoie, me semble-t-il, aux procédures de fonctionnement interne de ce journal. C'est un journal qui a eu des périodes de grandeur, et c'est vrai qu'il s'abîme dans des procédures qui me semblent indignes d'un journalisme de qualité aujourd'hui. Bon, merci à toutes et tous pour votre intérêt pour ce débat. Puis on parlera cet après-midi du coût de la corruption.